La fourchette. 2 enfants de 3 ans et des poussières vinrent se planter devant moi en me regardant attentivement. J'essaie d'entamer la conversation avec eux, mais ils ne parlaient pas un mot de français. Je continuais à manger sans trop me préoccuper de leur présence, d'autant plus que j'étais un invité. J'aperçus quelques sourires sur les visages présents et à la fin du repas on m'expliqua pourquoi ils me regardaient manger. C'est parce que tu manges avec une fourchette. Cette anecdote est arrivée à votre serviteur au Maroc, comme quoi la fourchette n'est pas encore un instrument universel. Mais voyons cela dans l'histoire. Dans nos pays, l'usage de la fourchette n'a pas toujours été une habitude, il fallut même une histoire de mode vestimentaire pour en accélérer l'usage, il y a même de quoi sucrer les fraises. Au XVIe siècle, apparut une pièce de vêtement que l'on appela justement la fraise. C'est cet accessoire que l'on se mettait autour du cou par pure coquetterie. Il en existait de toutes les formes et de toutes les grandeurs, certaines d'une taille assez conséquente. Ce fut, paraît-il, Henri II qui l'a mis à la mode pour cacher une blessure au cou. Comme souvent, on se mit à imiter le roi pour lui prouver qu'il avait bon goût dans le choix de ses fantaisies. Cochon qui s'en délecte. Jusqu'à cette époque, on mangeait un peu comme des cochons, avec une idée d'hygiène assez minimale. La cuillère existait, mais on ne s'en servait guère que pour les liquides. Pour le reste, comme on mangeait surtout de la viande, on se servait avec la main à même le plat, on secouait pour enlever la sauce, et vas-y que je te mange ça à belles dents. Si les mains étaient grasses, on s'essuyait carrément à la nappe. Il y avait bien quelques usages en vogue. On ne se mouchait pas dans la main au cours du repas, ni ne grattait le popotin ou la tête. On ne trempait pas les doigts dans la sauce avant le personnage le plus important et il était banni de se servir à plusieurs en même temps dans le plat. Alors imaginez ces pièces de viande ruisselantes de sauce, l'effet qu'elles pouvaient avoir sur cette fameuse fraise. Sans elle on pouvait toujours se pencher avant pour limiter les dégâts, mais avec elle, elle suivait le mouvement, sacrée fraise. Ce fut Henri III qui ramena de Venise un ustensile qui ressemblait fort à la fourchette. Il avait observé que les Vénitiens, qui portaient sans doute aussi des fraises, s'en tiraient sans dégâts dans l'art de transporter la nourriture du plat à la bouche. Il en fit exécuter des copies et l'introduisit à la cour de France. Elle connut son heure de gloire, puis des éclipses, puis de retour en grâce. Elle fit un peu comme la fraise, certains ne voyaient plus la nécessité d'utiliser la fourchette s'ils ne la portaient pas, mais bien utile si c'était le cas. Au final, la fraise est morte, mais la fourchette est devenue un objet banal. Sauf que les fraises se mangent avec une cuillère plus ou moins grande. Allô Henri III. C'est elle-même. Henri III, 1551 à 1589, ne s'occupait pas que des histoires de fourchettes, il était aussi réputé pour ses mœurs assez élastiques, il aimait les femmes mais ne détestait pas les hommes. Même encore aujourd'hui, les historiens ne savent toujours pas précisément dans quelle catégorie le classer. Ce qui est plus certain, c'est qu'il fut un roi qui avait plutôt de très bons côtés. À part un personnage que l'on pourrait classer d'extravagant, aimant les plaisirs jusqu'à l'extrême, il avait horreur de la violence, détestait la chasse, savait se monter conciliant avec ses pires ennemis. En gros, il préférait ses pantoufles à la guerre. Il fut aussi un protecteur des arts, et s'émerveillait d'un tas de choses pourvu qu'elles ne soient pas dénuées d'une certaine originalité. Cela ne lui valut pas que des amis, il mourut d'ailleurs assassiné. Mais c'est surtout lui qui créa indirectement une chose qui dura longtemps à la cour des rois de France, l'étiquette. On sait qu'il aimait la fête, il y paraissait habillé en femme non sans un certain plaisir, fardé, avec des boucles d'oreilles. On sait aussi que son entourage fourmillait de ce qu'on appelait les mignons, tout aussi efféminés que lui. Justement, cette bande tournait en rond côté amusement. Ce sont eux qui créèrent la base du cérémonial en inventant toutes sortes de pitreries qui devaient rythmer la journée du roi, du lever au coucher. On le pomponnait, le maquillait, le coiffait, lui attachait sa culotte, le tout en musique et presque en dansant. L'idée fut reprise par ses successeurs de manière disons plus sérieuse, et Louis XIV l'éleva pratiquement à la hauteur d'une institution ayant force de loi.
mais cela posa un problème qui lui aussi changea le cours de l'histoire, du moins dans la manière de parler. Puisque le roi s'habillait en femme, comment s'adresser à lui en soulignant cette féminité? On ne pouvait guère lui donner de la reine, celle-ci étant une unique personne bien distincte à la cour et de sexe féminin. Et puis la traiter de grande folle, n'aurait sans doute pas été le bienvenu. C'est alors que l'on reprit un vieux terme abandonné depuis longtemps, celui de majesté. Le mot étant féminin, on pouvait l'employer indifféremment au masculin et féminin. Ainsi on pouvait employer elle avec un homme. Sa majesté veut-elle bien enlever sa main de ma culotte?